Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 8e étape du Tour de France. On va revenir sur le parcours de cette journée, bien entendu le tourisme, la gastronomie. On parlera du cycliste du jour. Aujourd'hui, on est du côté de Laval, on est du côté de la Mayenne. Donc je pense que vous allez savoir de qui on va parler. Mes favoris pour cette étape et puis le programme télé, enfin le programme de cette journée au niveau des horaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris du côté de cette étape. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, mais seulement si vous avez les moyens, et c'est absolument pas obligatoire. Et puis, si vous voulez me soutenir sans forcément donner de l'argent, vous pouvez cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures, dès que vous les voyez dans votre fil d'actualité YouTube, parce que comme ça permet de mettre en avant plus facilement les vidéos sur la plateforme. Et pour ça, la solution la plus facile, c'est de rajouter la petite cloche, c'est le bouton, c'est en cliquant sur abonnez-vous, vous pouvez rajouter toutes les notifications, c'est ce qu'on appelle la petite cloche. Étape 8, présentation. Une étape pour les sprinteurs. Aujourd'hui, enfin, j'ai envie de dire, du côté de ce Tour de France, parce que c'était pas arrivé depuis l'étape de Dunkerque, c'est-à-dire l'étape numéro 3. On a eu un contre-la-montre et puis plusieurs arrivées pour puncher, notamment l'étape de Rouen, notamment l'étape de Mur de Bretagne, et puis une étape qui s'est terminée avec des baroudeurs. Donc là, on retrouve une journée beaucoup plus plate, un départ depuis la Bretagne, depuis la ville de Louison-Beauvais, pour arriver du côté de la ville presque de Jackie-Durand, avec Laval. On n'est pas très loin de la ville de Jackie-Durand, le village de Jackie-Durand. Une journée très plate, voilà, qui va faire du bien aux coureurs, parce que les dernières journées se sont courues à une vitesse extrêmement rapide, notamment l'étape d'hier, l'étape numéro 7, mais l'étape 6 aussi, il y avait eu un gros tempo dans les premières heures de course. Sinon, pas grand chose à dire. On a un sprint intermédiaire à peu près à la mi-journée à Vitré, donc ça va permettre aux baroudeurs de prendre pourquoi pas de l'argent, de la monnaie. Et puis on a une dernière bosse qui est proche de l'arrivée, mais très clairement elle n'est pas très pentue, on n'a pas de gros pourcentage, et puis elle est très courte cette bosse, donc elle ne devrait pas créer de grandes difficultés. Par contre, l'arrivée dans Laval est en faux plat montant, et ça il faudra le prendre en compte si on veut faire un sprint de qualité, parce que ça peut être vraiment particulier, atypique. On sait que certains coureurs n'aiment pas vraiment ça, les sprints en faux plat montant. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Ça fait souvent des sprints assez spectaculaires dans ce genre de cas. Donc ça va être intéressant de suivre quel coureur va réussir à faire quelque chose de bien du côté de cette journée. Voilà, donc on va suivre ça. On commence tout de suite du côté de cette étape. 1393 mètres de dénivelé positif, ce qui en fait la 15e étape la plus compliquée. Je rappelle que ce sont des chiffres de Pro Cycling Stats et pas les chiffres de l'organisation. Le classement de la montagne, on aura seulement un point au programme, et du côté du classement du maillot vert, 70 points. 20 points au sprint intermédiaire et 50 points à l'arrivée, car c'est une étape de plat selon les organisateurs. Et on regarde tout de suite le parcours, le profil. Vous voyez, c'est très très plat du côté de cette étape, je vous avais pas menti. 171 km, ce qui n'est pas extrêmement long pour les coureurs, entre donc Saint-Méen, Le Grand et donc Laval, l'espace Mayenne qui avait déjà servi d'arrivée lors du contre-la-montre il y a quelques années. C'était en 2021 où on avait déjà été à Laval après avoir été du côté de Mur de Bretagne. On aura un sprint intermédiaire, donc comme je le disais, à Vitré, qui est à peu près à mi-journée. Et donc cette côte de Nuillé sur Vicoin, vous voyez seulement 900 mètres à 3,9%. Ça ne sera pas très compliqué. Par contre, le final à Laval, lui, est un petit peu plus en bosse. On nous annonce 1,3 km à 2,9%.
Donc voilà, un petit final avec du faux plat montant. Donc encore une fois, il ne faudra pas lancer son sprint trop tôt, même si la météo va un petit peu aider les coureurs. On y reviendra dessus. Voilà la carte, donc le profil du final. Donc vous voyez, il y a une côte entre 3 km 500 de l'arrivée et 3 km. Une petite descente qui nous amène à 1 km 300 à peu près de l'arrivée. Donc cette montée finale qui va nous emmener du côté de l'arrivée à Laval. Au niveau technique, c'est pas exceptionnellement dur. J'ai même du mal à comprendre pourquoi on a décidé que la sprint zone serait à 5 km. Parce que la sprint zone aurait pu être à 3 km 300 ou 400 juste avant le rond-point. Parce que là, bon, il n'y a pas énormément de danger dans cette zone-là. Donc on aurait pu définir la sprint zone juste avant les 3 derniers kilomètres. Il y aura un rond-point que l'on pourra prendre des deux côtés qui sera pile au niveau de cette zone de sprint. C'est peut-être pas forcément l'idée du siècle pour créer les classements. Et puis ensuite, on aura un rétrécissement ici. Et enfin, une courbe assez prononcée sur la droite à 3 km 800 de l'arrivée. Alors là, ce rond-point où il faudra faire un demi-tour complet du côté de ce rond-point. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi on n'a pas tout de suite été chercher en passant comme ça le final. Pourquoi on va prendre ce rond-point qui va nous emmener aux 3 km. Aux 2 km, pas grand-chose à dire. Deux ronds-points qui vont se succéder, plus une traversée de pont. Donc parfois ça peut être un petit peu technique au niveau des 2000 mètres. Et puis au niveau à 1500 mètres de l'arrivée, ensuite ça sera extrêmement rectiligne jusqu'à l'arrivée. La ligne d'arrivée est visible à 200 mètres. Voilà, selon les organisateurs, pour une largeur de route de 6 mètres 50. Voilà, donc ça va être une arrivée plutôt très intéressante pour les sprinteurs. Pas d'énormes dangers à part gérer ce rond-point assez atypique, voilà, au niveau de Laval. Saint-Méen-le-Grand, donc vous voyez, on va contourner Rennes du côté de cette étape. Et puis ensuite, donc, on ira du côté de la Mayenne pour rejoindre Laval. Pas énormément de grosses routes et pas énormément de grosses villes sur le parcours de cette journée du côté des coureurs. On commence cette partie tourisme avec Saint-Méen-le-Grand. Alors Saint-Méen-le-Grand, c'est la ville de Louison Bobet, qui a été vraiment un très grand coureur du Tour de France, qui a une rivalité avec Jean Robic. Aussi, Louison Bobet, qui va avoir pas mal de résultats à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, là, il va avoir pas mal de résultats ensuite du côté de Louison Bobet, qui va faire son dernier Tour de France en 59, une grande carrière quand même, parce que quand on sait qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui l'a empêché, on va dire, véritablement de débuter, ça a été vraiment des très très grands résultats dans sa carrière, voilà. Notamment vainqueur du Tour 55. Triple vainqueur du Tour de France. Il a gagné en 53. Et puis 54 et 55 dans sa carrière, le Tour de France. Donc du côté de Saint-Méen-le-Grand, voilà, c'est ce musée Louison Bobet, musée du vélo. L'espace Tous à vélo avec Louison Bobet, qui va rendre hommage au triple vainqueur du Tour de France et qui va raconter son histoire en 7 étapes. Voilà. Et également projeter le film Histoire d'un champion de Jean-Paul Olivier. Voilà. Vous avez des témoignages de la famille de Louison Bobet. Et vous avez même un simulateur de la voie verte V6 qui démarre du côté de Saint-Méen-le-Grand pour savoir si vous êtes en capacité de la faire.
Voilà, pour ceux qui aiment les balades à vélo. Bien entendu, à Saint-Méen-le-Grand, on n'est pas très loin de la forêt de Brocéliande. La forêt de Brocéliande, cette forêt mystérieuse qu'on a utilisée dans énormément de séries, de récits et de livres, qui s'appelait à une époque la forêt de Brécilien jusqu'au XVe siècle. C'est une forêt mythique et enchantée de la légende arthurienne. Bien entendu, surface de 9000 hectares. Elle fait partie d'un massif forestier plus large qui couvre les départements voisins du Morbihan pour s'étendre sur une surface totale de 13 500 hectares. La légende de la table ronde se situe dans la forêt imaginaire de Brocéliande. Voilà. Donc c'est une forêt importante à la fois car c'est un poumon vert, mais également parce qu'elle a une portée dans énormément de récits, cette forêt de Brocéliande. Et puis on termine avec l'abbaye du côté de Saint-Méen le Grand, une abbaye qui date du XIe siècle. Voilà, du début de la construction de cette abbaye à Saint-Méen-le-Grand. Il y avait déjà une première bâtisse qui fut construite en 600, puis elle a été complètement détruite par Charlemagne. On l'a rebâtie en 816, mais là encore, elle va être à nouveau endommagée. Et c'est cette troisième mouture d'abbaye qui est en fait celle qui est encore là aujourd'hui. Elle va devenir alors le petit séminaire du diocèse de Saint-Malo jusqu'à la Révolution française. On va avoir d'importants travaux au XVIIIe siècle jusqu'à la Révolution où elle va être déclarée bien nationale, mais restera un séminaire jusqu'en 1905. Resta même plutôt un séminaire jusqu'en 1905. Voilà. Du côté de Saint-Méen-le-Grand, je crois que nous avons fait le tour. Alors nous attaquons la suite des communes. Vous allez voir que c'est un petit peu plus triste au niveau tourisme et au niveau gastronomie que sur d'autres journées. Il y a un peu moins de choses à dire. Encore une fois, on passe par moins de grosses villes. Montauban de Bretagne, c'est le château que vous voyez à l'écran. Montauban de Bretagne, une ville pas énorme, Montauban de Bretagne que je retrouve. C'est voilà, une ville de 6570 habitants, c'est vrai que moi je dis ville, certains vont dire village encore, et qui est située au cœur d'une forêt de 580 hectares. Alors ce château de Montauban, qui date entre le XIIIe et le XVe siècle, c'est une forteresse médiévale, et c'est un exemple typique d'évolution d'un site défensif important du Moyen-Âge, et de voir les évolutions qu'a eu cette bâtisse au fur et à mesure du temps. Et ce qui fait que ce château n'a été que sommairement reconstruit quand il a perdu un petit peu de l'intérêt. Et c'est un monument historique depuis 2003. Le bâtiment qui a été modifié à plusieurs reprises, notamment les douves, les donjons, et avec le développement de l'artillerie au XVe siècle, Charles VIII ne rencontra guère de difficultés pour investir dans le château sur son point faible. Voilà, le logis et la tour furent entièrement détruits parce que voilà, c'était un château qui avait des points faibles à ce moment-là et on ne l'a pas complètement reconstruit, comme vous l'avez bien compris. On poursuit avec un autre bâtiment, une abbaye cette fois-ci, du côté de Saint-Sulpice-la-Forêt. C'est au kilomètre 50 de cette étape. Saint-Sulpice-la-Forêt avec son abbaye Notre-Dame du Nid au Merle qui date de 1112. L'histoire, c'est que Raoul de la Futée est à la tête d'une communauté déjà établie lorsqu'il crée le monastère qui va à la fois accueillir des moniales et des moines. La première abbesse sera Marie de Blois, fille des Tailles d'Angleterre. Et puis une trentaine de prieurés dépendant de l'abbaye vont être fondés, ce qui va lui apporter quand même un très très grand rayonnement. Alors, le problème c'est qu'elle va connaître des incendies, la peste, la guerre de religion, la famine et les ravages d'une tempête.
À la Révolution, les religieuses doivent évacuer les lieux, qui va être vendu comme bien national en 1796. L'abbaye va alors être pillée et elle est démolie de 1835 en 1902, ce qui fait qu'il ne reste bien plus grand chose de cette abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt. On poursuit avec la Bouexière, j'espère que je prononce correctement, du côté de la Bouexière, ce magnifique petit village médiéval dominé par sa motte castrale. C'est ce bâtiment, la motte castrale, du XIIIe siècle, doté d'un donjon circulaire. Vous avez également une église, un pont de style roman, et des habitations typiques de caractère. Voilà, donc il y a également des châteaux que vous pouvez voir, un manoir seigneurial également qui se trouve dans cette commune. Donc il y a pas mal de choses à voir à la Bouexière. Ça vaut le détour et c'est pas très loin. C'est une vingtaine de kilomètres de Vitré, où là aussi il y a des choses à faire du côté de Vitré, avec notamment le château de Vitré, château qui date de la deuxième partie du XIe siècle par Robert Ier de Vitré, un château roman auquel on a rajouté des styles gothiques puis néo-gothiques. Donc on va faire un nouveau château du côté de cette commune de Vitré. Et puis on va faire des ouvrages défensifs. Il va participer à la fortification de la ville. On va rajouter notamment un double pont-levis, une tour, 2 tours même, du côté de ce bâtiment. Et puis après, on va rajouter des éléments de confort, voilà, pour que ça soit un petit peu plus sympa d'habiter dans le château. Château qui va être abandonné au 18e siècle, c'est ça, si je vois bien, et qui va se dégrader. Au 19e siècle, on va construire une prison à la place d'une partie des logements, qui va devenir une caserne. Et ça va être l'un des premiers châteaux classés monument historique en France et qui va être restauré à partir de 1875. Et la tour Saint-Laurent va devenir un musée, voilà, qui va être à l'intérieur de ce bâtiment. Et puis on a également du côté, un autre château du côté de Vitré, hein. Il y a 2 châteaux du côté de cette commune. Donc voilà, très intéressant. Et puis vous voyez, c'est assez joli hein, autour du côté de Vitré. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire du côté de cette commune. L'autre château, c'est le château des Rochers-Sévigné. Voilà, qui est un manoir gothique. Donc qui est un jardin qui est un château plus récent, ce bâtiment. Et à l'intérieur, vous avez un musée qui est dédié à la mémoire de Madame de Sévigné, hein, qui a été du côté de la cour de Versailles. Et puis, bien entendu, on va parler un petit peu plus tard de Jacky Durand, vous l'avez bien compris, mais on va passer par la commune de Jacky Durand, la commune de Ballot. C'est là où est né Jacky Durand, avec des parents agriculteurs. Et puis ensuite, il va améliorer, il va devenir un spécialiste des échappées au long terme. Mais là, on en parlera un petit peu plus longtemps. Et puis désormais, consultant du côté d'Eurosport. Vous avez également un château pas très loin de Ballot et le prieuré des Bonshommes, également du côté de cette commune. On enchaîne avec un dernier lieu. Voilà, du côté de Craon, vous avez un château du côté de Craon. On le voit ici, ce château qui date de 1770, style néoclassique. C'est un maçon limousin et angevin qui vont construire ce bâtiment pour des propriétaires fonciers de l'Anjou qui partageaient, on va dire, leur hobby entre la chasse à Craon et la vie mondaine parisienne. Notamment, il fréquentait le salon de la comtesse du Barry, qui n'est pas seulement un magasin d'épicerie fine. Et puis, en 1790, le marquis va abandonner son château aux troupes révolutionnaires.
Et on va avoir des combats qui vont se dérouler dans le château entre chouans et républicains. Ce bâtiment est ouvert à la visite et on a même des chambres d'hôtes et location de gîtes. Voilà, donc vous pouvez vous marier dans le château de Craon. Voilà, si vous avez envie de vous marier et d'avoir un mariage particulier. On poursuit du côté de Laval, du côté du tourisme. Alors, l'étape se termine du côté de Laval et on retrouve quoi du côté de la ville arrivée? Eh bien, le château. Alors, le château de Laval est intimement lié à celui de la maison de Laval. Alors, ce château date du 11e et il a été modifié jusqu'au 20e siècle. Donc au départ, ce château est apparu avec Guy Ier. On avait fait des alliances entre différentes familles et l'idée était de montrer sa puissance. À la Renaissance, ce château disparaît. Le vieux château est remarquable pour sa chapelle du XIIe siècle, ainsi que pour son imposante tour maîtresse. Voilà. Ensuite, on va donc faire des modifications au XVIe siècle, et avec la galerie du Châteauneuf datant des années 1540, avec pas mal d'éléments de la Renaissance. Et puis, le Châteauneuf a accueilli pendant des années les services judiciaires de la ville de Laval. Et le vieux château, lui, qui a servi de prison à la Révolution en 1911, est ouvert au public. Et à l'intérieur, vous avez le château d'art naïf et d'art singulier, le Manas. Voilà. Et qui rend hommage au douanier Rousseau, qui est un enfant de la ville de Laval. À Laval, bien entendu, on est marqué par le lait. Il y a une grande entreprise du lait, Lactalis, est dans cette région-là. Et on a une cité du lait, bien qui permet de comprendre toute l'histoire, on va dire, entre la vache et la brique de lait. Et en fait, c'est la façade de la société laitière de Laval, voilà, qui sert d'antre au musée de la Cité du lait, qui raconte l'histoire en offrant d'abord une immersion dans l'ambiance des années 50. Cette reconstitution permet d'appréhender l'environnement et l'organisation de la laiterie de l'époque. Et c'est ensuite au premier étage du musée qu'est présenté le groupe Lactalis, qui est désormais le leader du marché et présent sur les 5 continents. Voilà, Lactalis. Et puis, on a un dernier lieu à voir, ce sont les bains-douches du côté de Laval. Alors, on connaît les bains-douches du côté de Paris. Ça a même servi de cadre à une émission de télévision de Thierry Ardisson. Mais les bains-douches qui datent de 1925 et le style est art déco. C'était pour promouvoir l'hygiène corporelle dans une ville où la possession d'un cabinet de toilette est alors exceptionnelle. Et c'est pour ça qu'on a commandé ce bain public. L'extérieur est modeste mais moderne. Et l'intérieur eh bien, est assez exceptionnel avec 16 douches, 6 bains. La salle d'eau est dominée par le bleu des mosaïques qui est commandé à l'artiste Isidore Odorico, qui est également auteur de la piscine de Rennes. Et aujourd'hui, vous avez des expositions temporaires ou des manifestations culturelles. Et c'est inscrit au monument historique depuis 2014. Or, bien entendu, on va parler également de gastronomie. Et la gastronomie, alors autant en Bretagne, nous avons des spécialités, autant en Mayenne, pendant très longtemps, il n'y avait pas de spécialité du côté de la Mayenne. Et on a créé plusieurs spécialités, notamment ce gâteau qui s'appelle le M, avec un majuscule, qui est un gâteau. Alors, le gâteau M, c'est un gâteau qui est fait à base de pommes, d'œufs, de beurre, de sucre, de farine et de nougatine.
Voilà. Alors, il est réalisé et vendu par des boulangers qui sont adhérents de la Fédération des boulangers de Mayenne, qui va respecter, ce qui garantit un respect, pardon, des produits locaux et un savoir-faire boulanger. Voilà. Et donc, vous pouvez le trouver dans Laval, hein, bien entendu, un peu à vers changé, mais il n'y a pas 150 boulangeries hein, qui font ce gâteau. Si vous voulez l'acheter. Voilà, autre spécialité, là c'est du côté de la Bretagne, on retourne du côté de la Bretagne avec le palais breton, bien entendu. On avait parlé hier du kouign-amann, le palais breton, donc qui est un biscuit sablé emblématique de la cuisine bretonne à base de pâte sablée, beurre demi-sel, jaune d'œuf, farine, sucre. Alors il est épais d'environ 1,5 cm et contient en moyenne 20% de beurre demi-sel, bien entendu, car nous sommes du côté de la Bretagne. Alors il a été créé en 1920 par Alexis le Vilain, qui était boulanger du côté de Pont-Aven dans le Finistère, et son nom est inspiré du jeu breton du palais, ou palais sur planche, avec des éléments métalliques qui ressemblent à la forme du biscuit. Et ça va être un succès impressionnant au fur et à mesure du temps. Alors, il y a un dossier d'obtention d'une IGP depuis des années pour la galette bretonne et le palais breton qui a été déposé depuis 2012, mais pour le moment, il n'y a pas d'informations nouvelles. Si je regarde du côté de Wikipédia, voilà, où je prends une partie des informations au niveau de la gastronomie. Autre spécialité, c'est le Bon Mayennais. Alors, le Bon Mayennais, c'est une marque commerciale qui produit, on va dire, un camembert qui fait 250 grammes. Il est constitué de 45% de matière grasse dans l'extrait sec, soit 22% de matière grasse dans le produit fini. Alors, c'est en 1912 que la fromagerie Vaubernier, qui fabrique ce produit, décide de créer le Bon Mayennais, qui est fait au lait cru. Voilà, ce Bon Mayennais. Et il faut savoir que le lait provient de fermes de moins de 40 km de la fromagerie. Voilà. Donc pour avoir ce Bon Mayennais, donc qui est un camembert, voilà. Et puis autre spécialité qui est une invention, là aussi, alors invention très récente qui date de 2019, concours réalisé par France Bleu Mayenne, qui voulait trouver une spécialité. Ils considéraient qu'en Mayenne ça manquait d'identité et on a créé la tourte mayonnaise. Alors la tourte mayonnaise, c'est du paleron de bœuf avec 4 à 6 pommes. Vous avez également des carottes, des échalotes, 2 pâtes brisées bien entendu pour faire l'entourage de cette tourte. Et vous avez également du laurier, du vin rouge, voilà, du pommeau également et 2 petits entrames. Voilà. Et l'idée c'est de cuire, de faire une sorte de farce avec ce paleron de bœuf et ensuite de l'intégrer à ces 2 pâtes brisées. Alors il faut savoir que pendant plusieurs années, cette tourte mayonnaise, vous pouviez l'acheter de manière, on va dire, industrielle. Mais en fait, c'était une entreprise qui la faisait, on va dire, à la main. Sauf qu'elle ne s'est pas suffisamment vendue. Et ce qui fait que désormais, vous ne pouvez la faire que chez vous avec cette recette. Vous ne pouvez pas l'acheter dans le commerce, cette tourte mayonnaise. On passe à l'histoire du Tour de France et on va revenir au Tour de France 2006. Tour de France 2006 avec l'étape numéro 8. Alors celle-là, je l'ai vue, cette étape, qui va revenir, qui part de Saint-Méen-le-Grand, là où on est au départ, mais on allait du côté de Lorient et pas à Laval. Et c'est une étape plate, normalement réservée aux sprinteurs, sauf qu'à l'époque, il faut savoir que sur le Tour de France, on avait grosso modo, la première semaine était réservée au sprint, deuxième semaine c'était soit les Alpes, soit les Pyrénées, troisième semaine c'était le massif, l'un des 2 massifs restants, on va dire, et parfois on finissait par le massif central, mais on passait, on va dire, assez peu par le massif central dans les années 2000.
Et normalement, on avait toujours une étape de sprint qui arrivait au baroudeur parce que comme on avait déjà 5-6 sprints dans les pattes à ce moment-là, on savait quelle était l'équipe dominante et en gros la moitié des équipes voulaient plus travailler avec elle à ce moment-là de la course et ça pouvait permettre à une échappée d'aller au bout. Début de journée animée avec beaucoup d'attaques sur cette étape et une première échappée se forme au kilomètre 18. On retrouve du beau monde au niveau des baroudeurs avec notamment Jens Voigt, pas n'importe qui. Jens Voigt, c'est pas seulement le mec qui commente pour Eurosport sur la moto, hein. Ça a été un coureur qui a une carrière qui a duré plus de 20 ans. Jens Voigt, qui a même eu un moment le record de l'heure. Vous aviez également Samuel Dumoulin, Peter Winning, Van Sevenant, Garcia Acosta, Echevarria, Grapsch et Koutoubi. Donc autant vous dire qu'il y avait du beau monde et puis Grapsch, ça savait rouler. Echevarria, c'était du bon baroudeur avec Van Sevenant, Winning aussi. Bon voilà, il y avait du monde au balcon. Alors ce groupe fait peur au peloton qui roule, qui décide de ne pas le laisser partir. Fin de l'aventure à 135 km de l'arrivée, après une trentaine de kilomètres à l'avant. 3 km après, eh bien, la bonne échappée sort. Et là encore, on retrouve du beau monde. Avec David Zabriskie, Sylvain Calzati, qui est presque le moins connu du groupe. Vous aviez également Mario Hartz, voilà, grand coureur Mario Hartz, notamment vainqueur de la Flèche Wallonne, Kim Karlström également, et Kessler. Ils vont être rejoints ensuite par Patrice Algan. Là aussi, on était sur du baroudeur de qualité qui était dans l'équipe Crédit Agricole. L'échappée va prendre le large malgré Zabriskie, Hartz, avec 7 minutes 10 d'avance. Et selon le théorème de Robert Chapat, eh bien, ça peut aller au bout, mais le peloton réagit et le groupe ne s'entend plus très bien à l'approche de la dernière heure de course. À 32 km de l'arrivée, le peloton revient même à 2 minutes 40. Et c'est à ce moment-là que Sylvain Calzati décide de partir en solitaire. C'est un choix audacieux car la fin de parcours est plate. Autant vous dire que ça permet à un peloton de s'organiser tranquillement. Alors derrière, le groupe se désagrège et on retrouve Patrice Algan et Kim Karlström à sa poursuite. Les deux hommes s'entendent bien, mais Calzati est trop fort et il arrive à s'imposer après ce sacré numéro. Le peloton n'a quasiment rien repris sur le français, à peine une vingtaine de secondes dans les 20 derniers kilomètres. Et c'est une belle satisfaction pour le Lyonnais, qui ne devait pas participer à la course. Il a profité de la fracture du fémur de Ludovic Turpin, un coureur qui est de la région de Laval, qui est un des locals de l'étape, pour remplacer ce dernier. Et la carrière de Calzati, elle est atypique, parce qu'il a commencé déjà à l'étranger, chez Barlow World. Il va gagner le Tour de l'Avenir en 2004. Alors, il faut savoir que le Tour de l'Avenir, à l'époque, ce n'était pas des équipes nationales. On n'avait pas forcément les meilleurs jeunes au départ, car il fallait être intégré à une marque. Et il faut savoir que la règle va changer, je crois, en 2007 ou 2008, où le Tour de l'Avenir va revenir avec des formations nationales. Et puis après cette victoire sur le Tour de France, il n'arrivera jamais à vraiment conserver son niveau. Il va avoir pas mal de problèmes physiques, notamment je crois des problèmes de genoux. Alors il va passer par la Sky en 2010, c'est l'un des rares Français qui a été à la Sky, avec notamment Kenny Elissonde. Ça va pas être une grande réussite et puis il va arrêter sa carrière l'année d'après à seulement 32 ans. Voilà Calzati. On pensait après cette victoire qu'il y aurait des résultats ensuite derrière, mais non, ça n'a pas fonctionné pour lui ensuite. On passe au coureur du jour, bien entendu, coureur du jour, Jackie Durand. Alors Jackie Durand, bien entendu, consultant désormais pour Eurosport, vainqueur du Tour des Flandres en 92, ça reste presque son moment de gloire le plus important, c'est ce qui a fait qu'il a été adopté par les Belges à ce moment-là. Mais il a aussi remporté 3 étapes sur le Tour de France. Il a aussi la particularité d'être le dernier coureur à avoir réussi à remporter 2 années de suite le championnat de France. Vainqueur de Paris-Tours en 98. Il fait également partie de l'échappée en 2001 avec Richard Virenque aussi. Et puis, il a remporté le prix de la combativité du Tour de France 98 et 99. Alors, il faut savoir que le Tour 98, les résultats, donc avec cette victoire d'étape et ce prix de la combativité, après coup,
sont sujets à caution, hein, parce que Jackie Durand a avoué lors de l'enquête sénatoriale sur le dopage, eh bien, qu'il avait pris de l'EPO, notamment pendant cette période, tout simplement parce qu'il sentait chez Casino AG2R qu'il n'arrivait plus à obtenir des résultats de manière propre. Donc il a décidé de se doper, et puis ensuite, bon, lui il a annoncé, il a indiqué qu'il avait arrêté ensuite, mais forcément ça a jeté le trouble au niveau de ses résultats. Et puis il faut savoir qu'il a aussi une particularité, Jackie Durand, c'est qu'il a été exclu d'un Tour de France. En 2002, il a été exclu du Tour de France, lors de son dernier Tour de France, même en 2002, parce qu'il avait bénéficié de l'aide d'une voiture pour finir une étape dans le plateau de Bay. Pas de chance, il avait été repéré, donc il a été exclu du jury des commissaires, par le jury des commissaires. Alors dans son palmarès, du côté de Jackie Durand, on a une victoire sur le Trobro-Léon, on a également le port du maillot jaune sur le Tour de France, port du maillot doré sur la Vuelta, parce qu'à l'époque c'était pas un maillot rouge mais un maillot doré pendant quelques années. Et puis vainqueur bien entendu du Tour des Flandres, vainqueur de Paris-Tours, deuxième d'un Tour de Pologne en 98 également, vainqueur d'une étape sur Paris-Nice. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de résultats du côté de Jackie Durand, qui a arrêté sa carrière en 2004. Il a fini sa carrière en Belgique, hein, sur sa dernière année. Il avait fait un passage à la Française de jeu. Il a vu quand même quelques résultats, notamment Paris-Tours, mais c'est vrai qu'en 2003, ça commence à devenir compliqué pour lui. Il ne participe à aucun grand tour, notamment en 2003. Et puis il va faire une dernière année avec la Lambeau Credit, à l'époque en 2004, où il va faire le Tour d'Italie, où il va abandonner sur le Tour d'Italie du côté de Bormio, où il aura surtout un rôle d'équipier, parce qu'il n'aura pas forcément beaucoup de résultats dans sa dernière année chez les professionnels, et il termine sur le circuit franco-belge. Voilà sa carrière du côté de Jackie Durand, avec 15 participations sur des grands tours et 26 participations à des grands tours, à des classiques, notamment 10 participations, 9 participations au Tour des Flandres et 10 participations à Roubaix. Voilà, du côté de la carrière de Jackie Durand. Bien entendu, on parlait de Ludovic Turpin. Ludovic Turpin également est de la région d'arrivée, vu qu'il est de Laval. Alors Ludovic Turpin qui a été vainqueur d'une étape du Dauphiné en 2006, vainqueur également du Grand Prix de la ville de Rennes et d'une étape du circuit de la Sarthe en 2004. Cette victoire chez les pros, c'était surtout un équipier que l'on voyait souvent en échappée. Ça, c'est vrai que c'était un coureur qu'on voyait énormément en échappée. Et il a une particularité, Ludovic Turpin, c'est qu'après sa carrière chez les pros, il a été chez les amateurs pendant très longtemps. Et je crois qu'il avait même, je ne sais pas s'il n'avait pas remporté un titre de champion de France chez les amateurs, Ludovic Turpin, après sa carrière, qu'il a effectué quasiment entièrement chez AG2R, sauf la dernière année en 2011, où il était chez Sojason à l'époque. Et puis Frédéric Guédon, lui, c'est Saint-Méen-le-Grand, bien entendu le dernier vainqueur français de Paris-Roubaix en 97, vainqueur également de Paris-Tours en 2006 et du Trobron-Léon, coureur sportif de 95 à 2012. Voilà, et il a arrêté sa carrière à Paris-Roubaix. C'est l'un des rares qui a eu cette chance d'arrêter sa carrière à Paris-Roubaix. Alors en finissant hors délai, c'était un petit peu moins chanceux du côté de Frédéric Guédon, voilà, en 2012. Et puis Louison Bobet, bien entendu, de Saint-Méen-le-Grand, on en a déjà parlé. 3 victoires sur le Tour de France du côté de Louison Bobet, mais également champion du monde 54, vainqueur de Milan-San Remo en 51, de Paris-Roubaix en 56, du Tour des Flandres en 55, c'est l'un des rares qui a dû remporter la même année le Tour des Flandres et le Tour de France. Et puis le Dauphiné également en 55, voilà, pas mal de résultats dans sa carrière pour un coureur qui a été professionnel de 47
à 1962. Voilà, du côté de Louison. Ben, on passe à la météo du jour. Eh bien, grand soleil de prévu du côté de cette étape. Normalement, on ne devrait pas avoir trop de soucis du côté des températures. 31-33 degrés, ça commence à être chaud. Hein, mais je dirais que ça reste raisonnable. On n'est pas encore dans une situation caniculaire. Par contre, on aura un petit peu de vent de nord-est, entre 15 et 30 km/h. Alors, particularité, ce vent de nord-est, c'est que pendant une grande partie de la journée, il sera défavorable. Ou de côté, vraiment dans cette zone-là. Alors, 3/4 face côté, mais pas suffisant, je pense, pour faire un coup de bordure. Par contre, sur la ligne droite d'arrivée, surtout qu'à l'aval, le vent sera vraiment d'est et plus de nord-est, eh bien, le vent sera de dos. Que dans les 3 derniers kilomètres, le vent sera de dos. Donc, pour les sprinters, ça va être intéressant à suivre. Donc, malgré le faux plat montant, eh bien, ça va peut-être aider les sprinters. Du côté de la stratégie, eh bien, je vois pas beaucoup de coureurs partir en échappée, déjà parce que les 2 derniers jours ont été fatigants, éreintants. Alors là encore, il y a un intérêt quand même au niveau du sprint intermédiaire, ce que l'on n'aura pas demain du côté de Châteauroux. Mais 2-3 coureurs, je serais surpris qu'il y ait plus de 3 coureurs dans l'échappée. Et puis ensuite, le peloton revient dans le final pour un sprint massif. Du côté de cette étape, mes favoris, Jonathan Milan, sprint en léger faux plat montant, moi je pense que ça ne va pas lui faire peur. Il est capable d'être très costaud sur ce type de sprint. Je tente une grosse cote dans mes favoris, c'est Arnaud Delis. Alors certes, on ne l'a pas vu depuis le début de la course, mais je me dis, bon, il a quand même pas complètement disparu. Le mec d'il y a 2-3 ans est capable de refaire surface. Eh bien, je me dis, pourquoi pas dans un sprint comme ça, avec un vent de dos, le peloton sera peut-être plus étiré, il y aura peut-être un peu moins de bagarre. Et sur un faux plat montant, ça peut vraiment lui convenir. Et puis, il y a peut-être certains coureurs qui commencent aussi à être fatigués, donc qui n'arriveront pas à tenir la cadence dans le final. Et puis, bien entendu, Tim Merlier, même si vent de dos, il est quand même moins fort que vent de face. C'est vrai que Merlier, c'est vent de face où il est très fort. Le vent de dos va peut-être plutôt favoriser Jonathan Milan. Grosse cote, Marine Vandenberg. Il aime bien ces petits sprints en faux plat montant. Le coureur de l'AEF a déjà gagné, donc on arrive avec un petit peu de confiance. Allez, je me dis pourquoi pas Marine Vandenberg en grosse cote. Programme télé, départ fictif à 13h10, un départ fictif qui va durer 15 minutes. Du côté de Chevigné à 126 km de l'arrivée entre 14h22 et 14h28. Le haut de la Lande à 101 km de l'arrivée entre 14h55 et 15h03. Vitré, le sprint intermédiaire à 86 km de l'arrivée entre 15h21 et 15h24. On aura ensuite le Craon à 48 km de l'arrivée entre 16h03 et 16h17 pour une arrivée prévue entre 17h04 et 17h24. Donc une arrivée plutôt assez tôt. Voilà. Alors un peu moins tôt qu'hier à Mur de Bretagne, mais c'était déjà prévu que l'arrivée soit assez tôt à Mur de Bretagne, mais une arrivée assez... Voilà, on pourra arriver avant 17h ou peut-être même après. Parce que après 17h30, parce que ça dépend comment les coureurs seront motivés pour mettre du rythme dans cette étape. Pourrait peut-être plutôt parier pour une arrivée vers 17h30 du côté de cette journée. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!